Mes noms sont Javier Mouhachi Kayagwe François. Je suis originaire du Nord Kivu. Mes grands-parents ont vécu dans le territoire de Rutshuru, tandis que moi, je suis né dans le Massissi. C'est là que j'ai grandi et étudié. Peut-être en ce qui concerne mes formations, il faut commencer par les plus récentes, quoique je ne suis pas récent. Je suis docteur en sciences botaniques. J'ai obtenu donc ce doctorat à l'Université libre de Bruxelles il y a déjà 30 ans. Et j'ai suivi une formation en sciences naturelles appliquées au développement à l'Université de Liège, de niveau spécialisation. Et avant cela, j'avais une licence en sciences biologiques, orientation écologie et conservation de la nature. C'était à l'époque de l'UNASA, au campus de Kisangani. Il y a une quarantaine d'années de cela. Comme fonction actuelle, j'occupe un poste de professeur à l'université de Goma. Et récemment, j'étais en fonction à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique, dont je suis émérite. J'ai déjà enseigné aussi antérieurement, y compris à l'école secondaire, dans notre région. J'ai enseigné les sciences à l'Institut Mwanga et à notre époque, ça s'appelait Collège Mwanga. J'ai enseigné également à l'école secondaire de Bobandana au cycle d'orientation où je finissais mes études secondaires. À l'époque, on pouvait enseigner ayant un diplôme juste des humanités parce qu'il n'y avait pas suffisamment de personnes qualifiées. C'était avant mon départ à l'université. Le tout premier parc national du Congo, c'est le parc national Albert, qui a été créé, qui a vu le jour en 1925 à l'initiative du roi Albert Ier, d'où d'ailleurs le nom parc national Albert. Mais avant qu'il ne soit institué en parc national, il a été précédé par des étapes, je pense, qui méritent d'être signalées. Il y a eu d'abord cette fameuse découverte du gorille de montagne. Ce n'était pas qu'il n'était pas connu, parce qu'il y avait des habitants, évidemment, qui vivaient dans son environnement, qui coexistaient avec lui, mais il a été, disons, présenté au monde entier et identifié scientifiquement via un tout premier échantillon, un spécimen qui a été tué par un certain von Behring, c'était un Allemand. La délimitation exacte, définitive de la frontière de l'Est du Congo s'est faite tardivement, contrairement aux autres parties. Cette partie n'était pas délimitée définitivement à la date de 1885, alors que c'est celle-ci qui est considérée globalement comme référence pour les limites de la RDC et donc du Congo aussi. Von Behring était allemand et donc il travaillait aussi sur cet espace devenu celui plutôt du parc national de Virunga
mais dans la partie congolaise. Vous savez que ce parc-là est transfrontalier pour le moment. Il y a une partie rwandaise, mais infime. Et il y a une partie qui s'étend sur l'Ouganda, le Queen Elizabeth National Park. Mais bien sûr, l'espace vraiment le plus large se trouve sur le territoire congolais. Alors, Von Behring tue un gorille en 1902. Il en amène le spécimen au Muséum des sciences naturelles de Berlin et ce gorille est identifié. On lui attribue le nom de Gorilla behringei, du nom de Von Behring. À ce moment-là, les gorilles sont donc connus et considérés universellement comme des monstres. Et ces monstres-là ont suscité un engouement de la part de ceux qui pouvaient venir les voir ou même s'y confronter. Il y a eu, disons, des visites et même des parties de chasse qui ont fortement mis en danger cette espèce. Et alors, le fait que cette espèce risquait de disparaître n'a pas laissé indifférent tout le monde. Il y a quelques personnalités qui ont été sensibles, je vais n'en citer que deux. Le premier, c'est Guillaume de Suède, un de ces princes qui aussi s'intéressait aux parties de chasse. Vous connaissez de ces rois, je ne vais pas en citer, qui vont par exemple chercher des trophées en tuant des éléphants en Afrique australe. Mais donc, ça ne date pas d'aujourd'hui et peut-être que ça n'a pas fini. Mais lui, il a trouvé que ce n'était pas une blague que de continuer à massacrer ces animaux. Et il a donc usé de son influence pour alerter à la fois le monde des affaires, le monde des décideurs, sur le sort de cet animal. On le considérait seul, sans tenir compte du fait qu'il y avait d'autres animaux, une multitude. Mais lui, il était devenu un emblème. L'autre personne, lui, c'est un scientifique, c'est le docteur Ackley du Muséum des sciences naturelles de New York. Lui, vraiment, il s'est attaché à la préservation des gorilles, si bien d'ailleurs qu'il a fini sa vie dans ce parc de Virunga et sa tombe se trouve à Kabara précisément, entre le volcan Mikeno et le volcan Karisimbi. Il y a un col, donc une gorge défilée qui passe entre ces deux massifs et c'est là précisément à environ 3250 mètres où il repose pour le moment. Il a écrit énormément, sensibilisé les scientifiques et d'autres sphères d'action, si bien que les autorités qui avaient le pouvoir sur le Congo belge à l'époque ont décidé donc d'instituer le parc national de Virunga. Là, nous sommes en 1925. Je signale au passage que ce parc-là est le deuxième sur le plan de l'ancienneté au niveau mondial, après le Yellowstone des États-Unis, avoir été institué comme aire protégée au rang de parc national. Alors, ce parc au départ n'avait qu'une étendue de 200 km², alors que actuellement, comparativement à sa surface actuelle qui est de 8900 km², non, 7900 km² plutôt. Donc globalement, on ramène ça à 8000 km², ce qui est énorme. Et à partir de ce noyau initial de 200 km², qui se trouvait autour du mont Mikeno, c'était vraiment sur le Mikeno, et touchait également le volcan éteint de Sabignon et également de Karisimbi. C'était donc ce petit noyau
qui a englobé principalement une population de gorilles reconnue à l'époque, que le parc national du Virunga s'est constitué. En 1929, il y a un élargissement du parc. Il prend une étendue de 10 fois plus grande, oui. Il s'étend principalement aussi sur les volcans actifs actuellement, donc le Nyamuragira, le Nyiragongo, les englobe, et une partie importante de la plaine de Ruindi. Voilà. Et à ce moment-là, il englobe évidemment pas mal d'espèces. Ce n'est pas seulement les gorilles. Si on l'a étendu aussi au niveau des plaines, alors que les gorilles qui étaient à conserver étaient une espèce de haute altitude, c'est qu'on y inclut également d'autres vertébrés, surtout les plus gros, les éléphants, les buffles et plusieurs antilopes, notamment les hippopotames. Virunga ou Virunga, tout simplement, c'était un massif montagneux, donc gigantesque. Kirunga, c'est ce que ça veut dire. Et les gens qui existaient là depuis la nuit des temps ont donné des noms à des repères de leur environnement, des repères spatiaux surtout. Et donc, les plus remarquables, ce sont des repères géomorphologiques, donc les formes de la Terre, n'est-ce pas? Et ces montagnes gigantesques, donc, ont-ils le nom Virunga, ou Virunga, tout court. Quand on parle de Mikeno, Mikeno, c'est un de ces massifs qui, justement, est le point de départ de la délimitation du parc national de Virunga. Et lui, Mikeno, si vous voyez même son image à son sommet, il est tout à fait nu, c'est une roche, depuis la nuit des temps. Gukena, ça veut dire être pauvre, s'appauvrir. Il est pauvre en eau, donc il n'est pas arrosé, ou du moins l'eau qui tombe dessus disparaît et ne donne pas lieu à une couverture végétale comme on en voit ailleurs. Tandis que Sabinho, qui est aussi cette montagne voisine et qui est dans ce noyau primitif, ou en tout cas ancien, du parc national de Virunga, Sabinho signifie littéralement dans des vieux. Et les vieux, quand ils sont fatigués par le poids de l'âge, ils perdent leurs dents. Et c'est sur référence, par analogie à la morphologie de son cratère, qui comporte des creux et des pics alternés. Donc, ils sont comme des dents, justement, qui se succèdent. Tandis que Karisimbi, c'est Amasimbi, c'est quelque chose de blanc, c'est des perles. Or, vous savez, lorsque il n'y a pas beaucoup de brouillard et quand vous jetez un regard vers le Karisimbi, vers le sommet, vous voyez justement, disons, un aspect, un paysage blanc, permanent. C'est le gel permanent dû à l'altitude. Parce que Karisimbi, c'est le plus haut de ces volcans. C'est la deuxième montagne la plus haute du parc national de Virunga après le Ruwenzori. Mais Ruwenzori, lui, n'est pas un volcan, en fait. C'est un autre type de montagne, un autre relief. Et Ruwenzori est englobé dans ce parc à la dernière étape, lors de la délimitation définitive de la superficie de ce parc. Donc, on peut dire aussi, oui, plusieurs délimitations de ces parcs suivent, disons, des appellations qui sont basées sur les repères, les faits marquants du milieu, à la fois sur le plan géographique ou géomorphologique, de la forme donc de la Terre, comme
je sais pas moi, les Nyarubande, ou Nyarubande, ça veut dire où il y a beaucoup de vallées, etc., comme Karambi. Vous voyez de ces noms qui reviennent dans les textes de délimitation du parc national de Virunga. Karambi, ça veut dire peine pleine, en fait. Des petites monticules, des petits plateaux qui alternent avec des plaines, etc. Mais l'autre critère, disons, marquant de la culture et qui est constant dans les parcs, ce sont aussi des noms liés à la biodiversité. Vous allez voir des montagnes ou des lieux qui sont appelés du nom d'un animal qui est abondant là-bas, comme Runyoni par exemple. Runyoni, ça veut dire le domaine des oiseaux. Bukima, c'est chez les singes, etc. Donc ce sont des constantes. Et ces noms ont été donnés par les populations, bien sûr, qui sont les premières à avoir vécu et utilisé ces milieux, à la fois pour ses besoins alimentaires, pour ses besoins en médicaments, pour ses besoins en construction, en fibres, etc., et même ses besoins culturels. Parce que dans ces parcs, vous avez aussi des sanctuaires anciens qui constituent des sortes de temples ou des églises et qui donc étaient au sein de cet écosystème. Et ils ont dû donc les reconnaître et en quelque sorte les consigner et transmettre cet héritage de génération en génération. Bon, les habitants, qu'on peut dire les plus anciens, qui étaient réellement incorporés dans ces milieux, ce sont ceux qui parlent, les locuteurs de ces montagnes, du moins de ces noms de montagnes ou de ces appellations animales qui sont restés permanents. Ce sont donc des Bahutus, parce que ces noms-là dont j'ai parlé, ne serait-ce que ces quelques exemples, sont Akihutus. Et ces populations qui étaient régies par une autorité coutumière au départ, et laquelle autorité a fait allégeance à l'autorité coloniale, ont été obligés, bien sûr, de se soumettre à la décision de la création du parc national et de son élargissement successif en cédant leurs terres, bon gré, mal gré. On va dire que l'histoire du parc indique qu'il y a eu quelques compensations globales, collectives, mais peut-être faut-il leur réserver une rubrique à part. Et ces populations, donc, initialement, c'était des Bahutus de la chefferie du Boucha. Et il y en a qui se sont déplacés. Lors de la délimitation du parc, en 1900, la deuxième délimitation, l'élargissement en fait, la troisième, qui étendit le parc à 3030 km². 3030 km², c'est encore moins de la moitié de la superficie actuelle. Mais déjà, toute cette superficie empiétée du parc se trouvait dans le territoire des Bahutus. Et certains donc ont dû partir. Ils sont partis dans les Boutons et d'autres dans les Massissi, principalement. En même temps, il y a dit ultérieurement, après la délimitation définitive du parc, en 1950, il y a eu d'autres populations qui sont venues, principalement de Lubero et de Beni. Et ils se sont établis dans les Rutshuru, certains pour travailler dans des plantations de café, d'autres dans le cadre de coopératives de pêche, la pêcherie de Vichumbi. C'est l'une de ces structures compensatoires qui ont été instituées justement
pour répondre aux besoins des indigènes qui ont été, disons, déplacés de leurs terres initiales. Ce n'est pas à cause de la présence des volcans. C'est à cause simplement de la biodiversité. Vous savez, quand on a vu que le gorille risquait de disparaître définitivement, on a décidé de le protéger en créant ce tout premier noyau et en allant de l'élargissement en élargissement. Parce qu'une espèce emblématique comme le gorille, une fois protégée, on doit protéger aussi son habitat. Et cette espèce ne vit pas seule, elle est en interrelation avec d'autres. Et donc, globalement, on soustrait sur cet espace, disons, devenu sanctuaire du gorille, on soustrait l'exploitation de plusieurs autres espèces et en même temps, on protège l'habitat, et qui dit habitat pour les animaux, ce sont les végétaux. Et donc, ce n'est pas initialement parce qu'il y avait des volcans. Bien sûr, les volcans sont des éléments du paysage aussi attractifs, très remarquables, qui, au sens de l'UNESCO, sont vraiment des éléments remarquables. Et aussi, compte tenu de la topographie qui varie beaucoup, ce sont des points qui atteignent, du moins ce sont des endroits qui atteignent des altitudes assez élevées. Et donc, il y a un gradient, il y a une variation des conditions écologiques qui fait qu'il y a un foisonnement de beaucoup d'espèces, à la fois animales et végétales, chacune exploitant les conditions écologiques qui lui sont favorables et qui sont dues au fait justement de la variation du relief. Rumangabo a été justement le siège administratif, non seulement du parc national Albert, et plus tard de Virunga, mais aussi de tous les parcs nationaux du Congo belge. Parce que, étant le lieu où ont résidé les tout premiers scientifiques, dont DeWitt, il y a installé un laboratoire. C'était un laboratoire qui était le point de départ de plusieurs explorations, qui accueillait donc des expéditions, des scientifiques et même des officiels de l'administration des parcs nationaux du Congo belge. Et ce site-là a bénéficié de la collaboration de nombreux indigènes, dont des taxidermistes. Les taxidermistes, ce sont des personnes qui font de l'empaillage, donc qui, à partir des peaux d'animaux, peuvent reconstituer la forme de cet animal. Vous savez qu'il est difficile de conserver un spécimen tué avec tout son corps. Donc on enlève la partie qui n'est pas indispensable pour continuer à identifier l'animal, mais on reconstitue la forme à partir simplement de la peau. Il y a donc des taxidermistes indigènes comme un certain Kanzegouhera, oui. Kanzegouhera était le tout premier, et ils ont appris ce métier sur le tas. Ils n'avaient jamais été à l'école, ils ont vu les Européens faire tout au départ, les techniciens, et après ce sont eux qui se sont mis à l'œuvre, et ils ont même accompagné le premier scientifique, le plus grand d'entre eux, un certain DeWitt, dans la délimitation du parc national de la Garamba et de Rupemba, respectivement. C'était le tout premier parc du Congo belge. Plusieurs parcs ont vu le jour à partir des réserves qui étaient associées aux parcs nationaux, et c'était surtout, en tout cas à l'époque de Mobutu aussi, parce qu'il en a institué beaucoup. Rumangabo a été donc un centre scientifique, un centre administratif,
et un centre de formation, et un centre de départ pour des explorations et même pour la délimitation de tout nouveau parc. Et alors les équipes qui accompagnaient, bien entendu, ces explorateurs, ces scientifiques, étaient recrutés parmi les personnels, parmi les habitants locaux, dont ces gardes, du moins ces taxidermistes, Ndabonanye est très remarquable, et notre pisteur exemplaire, c'est un certain Kanze Guhera. Ça revient beaucoup dans les archives de l'Institut des parcs nationaux du Congo belge. J'en parle avec, disons, une certaine précision parce que j'ai eu à gérer les archives de l'Institut des parcs nationaux du Congo belge lorsque je travaillais à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique. Le tout premier, le plus cité, le plus enregistré dans les archives de l'Institut des parcs nationaux du Congo belge, c'est M. Mburanumwe Anicet. Mburanumwe Anicet a travaillé avec le docteur Verschuren. C'est le dernier européen, le dernier belge, après la décolonisation, qui est resté dans l'Institut des parcs nationaux du Congo belge, qui devenait des parcs nationaux du Congo, avant d'être les parcs nationaux de l'Institut congolais, l'Institut zaïrois pour la conservation de la nature, et devenu ultérieurement l'Institut congolais pour la conservation de la nature jusqu'à ce jour. Donc, c'est Mburanumwe Anicet, au lendemain de l'indépendance, dirige le parc national de Virunga, donc le plus important de ces parcs. Et il co-dirigeait donc avec ces docteurs Verschuren. Ils ont d'ailleurs, pour faire remarquable de leur première direction, à l'époque, disons aussitôt après l'indépendance, ils ont eu à affronter d'énormes difficultés. Vous savez que après l'indépendance, il y a eu des mouvements de rébellion, notamment la rébellion de Moulélé, essentiellement. Les rebelles Simba les ont emprisonnés, ils ont failli les tuer. Et alors, Haroua décrit qu'ils ont organisé une sentence qui vraiment, dont l'aboutissement devait être, disons, l'assassinat de ces deux personnes. Mais ils ont échappé quasi miraculeusement. Haroua ne décrit pas comment exactement, mais voilà, ce sont les deux. Et il y a eu donc ce Mburanumwe Anicet qui aussitôt a été joint par Feu Joseph Makabuza Bibirizi. C'est un autre conservateur très remarquable dont les travaux sont très connus d'ailleurs. Et celui-là, il a même établi un plan de décentralisation, disons, de la gouvernance de l'Institut des parcs nationaux du Congo et ensuite de l'IZCN, l'Institut zaïrois pour la conservation de la nature. Il a été à la base de la délimitation d'une zone de conservation de chimpanzés, le Pantroglodytes, du côté de Tongo, parce que c'est leur sanctuaire principal. Et je peux signaler au passage que ces chimpanzés, tout comme les gorilles de montagne, Gorilla Beringei et les gorilles de plaine, se trouvent tous les trois, ces grands primates, dans le parc national du Virunga. Cette occurrence ne se trouve nulle part ailleurs dans les parcs du monde. Et donc, Joseph Makabuza avait également été à la base d'un programme pour l'optimalisation de la conservation
des gorilles. Et malheureusement, il est parti, en tout cas prématurément. Il a été fauché par un véhicule. Et il a connu un accident de véhicule, il est mort. À part lui, dans son sillage, on peut citer Bakinahe. Bakinahe, il est encore vivant, bien que très âgé, mais il a servi dans beaucoup de parcs du Congo. Vous avez Bigohe, il y a eu Mujinha, il y a eu même Machako. Lui, il est mort en formation à Douala. Les gens se formaient à Douala à l'époque de l'Institut Zaïrois pour la conservation de la nature, je pense même ultérieurement. Il est opportun de disposer d'un centre de formation ad hoc pour les techniciens. Il y en a qui ont eu des stages en Tanzanie, etc., mais une véritable école de conservateurs de la faune au niveau de la RDC, que je sache, n'existe pas encore. Et alors, on a eu également Bigohe, Bakinahe, Bagourou, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, il y a eu, à part cela, aussi des porteurs. Tous ces gens-là qui faisaient l'ascension des montagnes, ils devaient transporter des objets, la logistique à la fois scientifique, et même des denrées alimentaires, des tentes pour dormir, etc. C'est la population locale. Elle a adhéré, en fait, à cette initiative. Mais en cela, ils étaient encouragés, bien sûr, par l'autorité coutumière. C'est l'occasion de saluer le rôle qui a été joué par Ndeze Daniel, le Mwami, qui vraiment a favorisé le développement des activités de la conservation de la nature, et à tel point qu'il a même cédé plusieurs terres coutumières après les délimitations successives. C'est Ndeze Daniel, oui. C'est lui qui a cédé tout cela. Et il a fait partie même du conseil d'administration du parc national de Virunga, le parc national Albert à l'époque. Alors, il a cédé en 1974 une grande partie de Binza et de Bukoma, qui sont devenus la partie connexe, donc connue sous la dénomination des zones de chasse, n'est-ce pas? Zones de chasse. Mais ce sont des terres qui actuellement ne sont plus véritablement gérées par l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Il y a une invasion, un envahissement des populations, surtout venues du nord, sous l'étiquette de syndicat des agriculteurs, quelque part là, et ils ont implanté des champs de cacao et d'autres cultures, etc. Surtout des cultures pérennes, vous voyez. Et en cela, donc, ils ont donné un exemple à d'autres habitants qui n'avaient pas de terre. Vous savez, toute la région est surpeuplée et les gens sont allés dedans. Actuellement, l'Institut congolais pour la conservation de la nature peine à démarquer les limites initiales. Et donc cette situation est ainsi encore très critique, d'autant plus que pour le moment, il n'y a pratiquement pas d'administration, il n'y a pas d'autorité de l'État de ce côté. Je ne sais pas comment ça va se résoudre, mais ça avait été cédé volontiers par l'autorité coutumière de l'époque. Oui, Demerode, effectivement, se trouve dans le parc national de Virunga depuis plusieurs années. C'est l'un des rares expatriés à avoir la gestion d'un écosystème aussi important. Et il s'est distingué par des initiatives qui sont quand même à noter. Vous savez, dans le contexte des guerres actuelles,
ce n'est pas facile de pouvoir assurer le rôle de conservateur, de gestionnaire d'une aire protégée aussi tourmentée, aussi bien par les groupes armés, par divers groupes d'intérêt, hein, des braconniers, des exploitants des minerais, des trafiquants de toutes parts, et même par des envies d'empiètement, de découper, de détachement de la partie est de l'ensemble du territoire congolais. Mais il a tenu bon. Il appartient sans doute me semble-t-il, à des organisations assez influentes. Pour tenir dans ces contextes, il faut avoir de la force. Il a pu avoir des financements. Je n'en sais pas trop la provenance, mais sa fondation Virunga semble à mesure de payer mieux les travailleurs, du moins les gardes, et même d'assurer une sorte de formation paramilitaire ad hoc pour lutter contre les intrus. Bon, les intrus sont bien sûr ultra armés, etc., mais ils ont en face d'eux une équipe du parc qui est aguerrie et qui aussi peut-être est soutenue diplomatiquement. Je ne sais pas trop comment elle serait connectée avec la famille belge, mais je sais que la princesse Esmeralda s'intéresse beaucoup à la conservation et aussi à la conservation, bien entendu, de ce qui est devenu aussi Parc national de Virunga, mais qui, à l'origine, fut institué par un de ses aïeux, c'est-à-dire le roi Albert Ier. Elle va de temps à autre là-bas. Et la dernière fois qu'elle a fait l'ascension du mont Rwenzori n'est pas très lointaine. Donc, ça a l'air de tenir. Alors, ce qu'il faut souligner dans les activités du parc actuellement sous la direction de Demerode, c'est aussi le fait d'essayer de compenser, ou en tout cas de montrer à la population que le parc vaut la peine d'être gardé par le fait qu'il offre beaucoup de services. Ce qu'on appelle scientifiquement les services écosystémiques, ce sont des services qui sont donnés gratuitement par la nature et dont les populations bénéficient. Et donc, parmi ces services, vous avez des services vraiment des services directs, comme l'hydroélectricité. Et il a pu valoriser les cours d'eau, les chutes d'eau de Matebe, par exemple, pour produire du courant électrique, les donner à des riverains dans des cités ça et là, y compris actuellement jusqu'à Goma, pour essayer de détourner les habitants de la principale source d'énergie qu'ils utilisent, c'est le bois. Et qui dit le bois pour alimenter l'ensemble de ces cités, de ces villages, c'est le parc national du Virunga. Donc essayer de diminuer la pression sur le parc en donnant une source alternative de l'énergie. Bon, on sait que ce n'est pas tout le monde qui est capable, évidemment, de se payer le prix de l'installation et même de la facture de l'électricité, mais comparativement au prix qu'on paye, au prix plutôt en vigueur pour avoir les makala, donc la braise, c'est relativement plus accessible. Il faut sensibiliser la population sur vraiment les choses, la disponibilité et l'aspect pratique d'utilisation de l'énergie électrique. Ça, c'est l'une de ses réussites. Et par ailleurs, il est en train d'étendre les mêmes initiatives dans les parcs. Il a commencé par Matebe, mais il est parti aussi vers le Grand Nord. Vous savez que les parcs s'étendent jusqu'au-delà de Beni. Il y a une partie
de la province de l'Ituri qui fait partie aussi du parc. La province d'Irumu, par exemple, au niveau début du lac Albert. Et actuellement, j'entends dire qu'il aurait gagné un marché même pour reproduire cet exemple de Virunga Energy au niveau du Congo dans le cadre de l'initiative Couloir Vert Kivu-Kinshasa. Ça, c'est l'une de ses réussites. En même temps, il embauche tant bien que mal certains habitants de là. Quoiqu'il y a des plaintes, hein, beaucoup disent que ceux qui jouissent de ces emplois viennent de très loin, ce ne sont pas des natifs de ces lieux-là. Bon, je ne connais pas trop bien la proportion, mais idéalement, il faudrait que justement il y ait davantage de personnes de la région qui trouvent des engagements qui leur procureraient des revenus alternatifs à ceux dont ils ont besoin pour recourant plutôt à la biodiversité, donc à la détruisation. Et en même temps, ce serait un moyen de les faire adhérer sur l'initiative de la conservation. Parce que si la conservation s'est faite sans l'adhésion de cette population, nous avons dit qu'initialement, il y avait l'adhésion. Les gens comprenaient que c'était leur patrimoine, etc. Mais de plus en plus, ils ont trouvé que peut-être ils n'en profitaient pas assez comparativement aux sacrifices qu'ils ont eu à faire pour quitter leur terre et les céder à la conservation. C'est vrai, il y a eu, à un moment donné, vous savez, la gouvernance congolaise n'est pas toujours au top. C'était sous le règne de Kabila Junior que des sociétés d'exploitation du pétrole, en l'occurrence Soko, et même Total Energy, ont abordé le gouvernement et ont obtenu des permissions d'exploiter ou du moins d'explorer les espaces du parc national de Virunga pour pouvoir y développer des industries d'exploitation du pétrole. Alors ces explorations ont continué. Actuellement, ça a l'air d'être géré parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas appris, qu'on n'a pas entendu des progrès concernant ces exploitations, à part au niveau du lac Albert, donc dans le Grand Nord, où les Ougandais, eux, ont avancé. Il y a eu d'ailleurs, me semble-t-il, plusieurs missions de la RD Congo conjointement avec les Ougandais pour voir dans quelle mesure la partie congolaise aussi pouvait tirer parti de la manne pétrolière qui se trouve dans le lac Albert, qui, ce pétrole-là, lui, est en cours d'exploitation, mais dans la partie ougandaise. Mais c'est le même écosystème, c'est le même lac. Qui dit exploitation côté ougandais, ça veut dire aussi qu'il y a, disons, de la matière du pétrole de la partie congolaise qui part, ce sont des vases communicants, c'était même... voilà. C'est incompatible, les deux activités. D'abord, bon, je vais commencer peut-être par le début. Vous savez, les minéraux, le pétrole c'est un minéral aussi. Les minéraux se trouvent partout au Congo. Le pétrole, en l'occurrence, nous l'avons vu aussi à Mwanda et il est encore là. Depuis qu'il existe, depuis qu'il a été exploité, déjà, je pense, je ne sais pas, peut-être avant même l'indépendance,
Et surtout, durant les années Mobutu, nous n'avons jamais vu aucune goutte de pétrole sur le marché congolais qui vient de Mwanda, qui vient du Congo. Le pétrole congolais vient toujours de très loin. Ce qui est exploité, le brut, il part ailleurs. Déjà, cette source, cette manne pétrolière côtière, à elle seule, aurait suffi à nos besoins, et même plus, parce qu'on parle d'un potentiel de milliards. D'ailleurs, d'aucuns disent aussi qu'une partie de ces puits de pétrole congolais est exploitée par l'Angola actuellement. Bien, à part cela, le pétrole, là où il a été exploité partout, y compris au Nigeria, il ne bénéficie pas à la population. Je parle d'abord de la population parce que la population fait partie intégrante de ces écosystèmes. Et quand on vient dire à la population qu'en exploitant le pétrole, ils vont améliorer leur niveau de vie, et leurs conditions de vie, vont avoir des emplois, etc., c'est un leurre. Il faut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Parce que si une multinationale s'installe pour produire du pétrole à un endroit, les cadres qui va embaucher, qui seront dans ces entreprises, ne sont pas des habitants locaux. Parce que c'est une multinationale. Elle apporte des personnes déjà formées, compétentes, qui ont de l'expérience dans ces domaines. Et donc, ce ne sont pas les gens de Bouicha ou de Nyiragongo, ou même de Beni, qui seront les premiers cadres dans ces firmes. Secondo, le pétrole produit beaucoup de la pollution. Et qui dit pollution, ça veut dire poison pour l'environnement. Et la perte d'une multitude de services écosystémiques, dont l'eau qui va être polluée, cela influe négativement sur la santé, à la fois des humains et des animaux. Pour l'agriculture, ce serait un fléau, parce que nos cultures principales, comme les haricots par exemple, on ne peut pas les cultiver, c'est incompatible dans une terre empoisonnée par le pétrole. Dans ces lacs-là, qui sont sources de poissons, est-ce que les poissonnages mangent du pétrole? Il y aura nécessairement une destruction de la chaîne alimentaire et donc moins de bénéfices que des inconvénients. Les changements climatiques, n'en parlons pas. Qui dit pollution, ça veut dire également des ordres au niveau climatique et donc une possibilité d'exacerber ces effets qu'on ressent déjà actuellement. Ça veut dire aussi qu'il y a une destruction des forêts, de la végétation globalement et donc des érosions. Bref, on aurait vraiment trop à perdre qu'à gagner. Il faut mettre peut-être sur une même balance, sur une balance, ce qu'on perd et ce qu'on peut gagner. Je ne dis pas que le pétrole n'enrichirait pas quelques individus. D'ailleurs, il y en a, y compris des originaires de cette contrée, je m'étais de citer les noms, qui sont à la pointe de la promotion de ce type d'activité, mais c'est pour leur propre gain individuel sans impact bénéfique sur l'ensemble de la population. Bon, le site d'Ishango se trouve à l'ex-exutoire de la Semuliki, cette rivière qui sort du lac Édouard vers le lac Albert et qui, continuant sa traversée du lac Albert, sortira pour aller dans le lac Victoria et faire partie d'un des affluents du Nil.
ou d'un des axes du fleuve Nil. Vous savez, sur le plan géomorphologique, encore une fois, notre région est constituée d'un fossé tectonique, donc une sorte d'affaissement de trous qui remonte à quelques 30 millions d'années. Sur le plan géologique, on appelle ça, c'est une période dite de Miocène. Il y a eu un affaissement tectonique et quand il y a un affaissement, il y a, sur le plan géologique, des rebords. Le trou là est bordé par des hauts reliefs. Et ces hauts reliefs, ce sont les massifs de Mitumba notamment et les monts bleus. Alors, dans ces fossés-là, justement, sont logés les lacs. Ces lacs sont traversés par des rivières. Une partie des eaux qui passent par ces lacs et qui se relient donc au lac Douar, le lac Albert, va alimenter le Nil. À la sortie de cette source qui sort du lac Douar, de la rivière Semuliki, donc, se trouve le site d'Ishango. Ce site d'Ishango a fait l'objet des études archéologiques et même sédimentologiques essentielles. Et la principale découverte, c'est le bâton d'Ishango. Le bâton, ce n'est pas une pirogue, non, c'est un bâtonnet, un stick, mais en fer ou en tout cas en métal. Ce bâton est gradué. Et ces graduations ont attiré l'attention de De Henseren. De Henseren, c'était un scientifique de l'Institut royal de sciences naturelles de Belgique et qui était prof aussi de l'université de Gand. Il est rentré au bout de sa mission avec ses bâtonnets, mais il en avait un autre qui lui ressemblait. Le double, il l'a mis chez lui et l'autre, il l'a présenté dans son rapport. Ce bateau a été étudié, il a intrigué beaucoup de scientifiques, aussi bien archéologues, mathématiciens, anthropologues, etc. Et finalement, il a été interprété comme un instrument de comptabilité. Mais un instrument de comptabilité très ancien et qui est donc la première invention scientifique, disons, de l'humanité, le premier outil de comptabilité, parce qu'il remonte de 22 000 ans de maintenant. Donc, il a été trouvé dans des sédiments datés de 22 000 ans avant l'actuel, avant notre période maintenant. Et voilà. Et de ce bâton, les scientifiques ont fait encore des interprétations. Ils ont dit, mais écoutez, les mathématiques, les mathématiciens remarquables se trouvaient dans l'Antiquité, en Égypte. Vous connaissez peut-être ces fameux théorèmes de Pythagore, Ptolémée, en Égypte antique et en Grèce. Et alors, il y a une spéculation qui disait que bon, peut-être que ce sont ces mathématiques-là dérivent du lac Douar qui se seraient transmises via le Nil dans la région méditerranéenne. C'est un site donc remarquable, reconnu comme tel, et au-delà de ce site d'Ishango et dans son voisinage, comme dans les grottes de Mohoyo, etc., et ultérieurement, on a découvert beaucoup d'outils, d'autres outils dont les uns sont encore en étude, et on en attend les résultats. Ces bâtonnets originaux se trouvent encore à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique. Avant sa mort, de Henseren a ramené l'autre double. Il l'avait mis de côté, mais trouvant qu'il mourrait, il a ramené ça aussi. Et ça confirmait l'hypothèse du départ que c'était une calculatrice. Voilà, c'est ce qu'on peut dire du bateau d'Ishango. Mais il serait utile, évidemment, que
comme on se trouve à l'heure de rapatriement des patrimoines nationaux des colonies logés dans des institutions étrangères, dans des pays étrangers, qu'on retrouve ces bateaux d'Ishango, qu'on l'intègre dans une structure où il peut être vu et qui inspire de près les jeunes scientifiques, qui suscitent des vocations comme il en fait d'ailleurs dans les pays qui l'ont mieux connu, parce qu'au niveau du Congo, on en parle très peu d'ailleurs. Oui, la coopérative COPIL, elle a été instituée, oui, si je ne m'abuse, en 1945. C'était selon, disons, l'initiative, la conception, pour favoriser une activité à la fois sur le plan de l'emploi et générer des revenus et aussi nourrir, évidemment, améliorer l'alimentation des indigènes. Coopérative de pêcheurs indigènes du lac Albert, pour les indigènes. Et donc, c'était l'une de ces initiatives qui ont été prises à l'époque coloniale pour compenser le fait que les indigènes sont plutôt chassés de leurs terres et ces dernières sont cédées à l'État au profit du parc national. Et la pêcherie a bien fonctionné au départ, mais après, dans la gestion de cette coopérative, il y avait des administrateurs qui étaient principalement des chefs coutumiers des régions dont les terres ont été détournées au profit du parc. Il s'est fait que le chef du conseil d'administration, un certain Bouunda, c'était au début des années 80, et son adjoint, dont j'oublie le nom, mais qui est originaire du Grand Nord, ont libéralisé la pêcherie. Au départ, elle était gérée de façon compatible avec le maintien des stocks de poissons. Donc, pour permettre des cycles de reproduction, ne pas empiéter sur les frayères, les sites de ponte, les lieux de ponte, etc. Donc, les poissons se renouvelaient volontiers. Mais quand ça a été ultra-libéralisé, il y a eu une surpêche et également beaucoup de spéculations sur cette ressource, si bien que pour le moment, le poisson n'est plus abondant. Et de surcroît, il y a eu aussi un autre problème dans l'écosystème lac-Édouard, c'est celui du massacre des hippopotames à partir des années 90, avec le désordre qu'on connaît jusqu'aujourd'hui, les guerres, etc. Quel est le lien entre les hippopotames et les poissons? Parce que les poissons ne mangent pas les crottes des hippopotames, mais il y a un lien au niveau de la chaîne alimentaire. Les hippopotames pondent, du moins émettent d'énormes crottes, et ces énormes crottes favorisent la prolifération des planctons, donc des plantes et d'animaux microscopiques tout petits, mais qui nourrissent des vers. Et ces vers, à leur tour, alimentent les poissons. Lorsque les populations des poissons, du moins des hippopotames, baissent, il s'ensuit également le déclin des populations de poissons. Il y a non seulement ces phénomènes liés à la rupture de la chaîne alimentaire, mais aussi la surpêche qui, de plus, s'est étendue même sur des frayères, des lieux de ponte, qui fait qu'il n'y a plus suffisamment d'alevins et donc aussi de tilapia. Et les gens qui bénéficiaient du poisson comme ressource principale, à la fois pour les manger, les vendre pour, par exemple, subvenir à leurs besoins médicaux, scolariser les enfants, etc., ils se sont rabattus sur d'autres éléments de l'écosystème parc, c'est-à-dire ils ont pratiqué davantage du braconnage sur les antilopes, ils ont coupé davantage du bois pour les macalas, etc. Ça, c'est l'histoire des Kopir. Actuellement,
Actuellement, je ne suis pas au fait des initiatives qui seraient prises pour remédier à cette situation, mais je sais à travers quelques articles, notamment des radios Capi et d'autres informations qu'on grange ça et là, que la situation est loin de s'améliorer parce qu'il y a même des pêcheurs ougandais qui traversent la frontière. Et des fois, il n'est pas rare d'ailleurs que des pêcheurs du côté congolais soient pris par les Ougandais, emprisonnés, etc. Donc, il faut absolument que la situation change, mais pour que la situation change, il faut le rétablissement de la paix. Sans la paix, la conservation est hypothéquée, c'est compliqué. Il a joué ce rôle. Oui, il a joué un grand rôle. Du moins, il a adhéré à l'initiative de la conservation. Et je disais qu'il a même fait partie du conseil d'administration du parc national Albert. Et son successeur, le successeur de Daniel, qui est René, donc, c'est le père du Mwami actuel. Lui aussi, une petite fois, en tout cas, il a alerté l'autorité de Kinshasa sur le fait de l'institution des cités de Kiwanja et de Rutshuru comme collectivité urbaine dans l'administration actuelle, que ça allait faire déferler la population des possédés de ces terres au profit de la création de ces entités administratives sur le parc. Il a écrit une petite fois en 1988 pour alerter l'autorité. Là où Ndeze, ou la famille Ndeze a joué un rôle économique, disons, important, mais à titre privé, c'est sur la pêcherie de Nyakakoma. Nyakakoma est devenue privée, ce n'était pas une coopérative comme Copevi ou Copil. Et jusqu'aujourd'hui, je pense, ou alors les choses ont changé, mais je ne suis pas très au fait de la situation. S'agissant de la biodiversité, il y a un continuum. Un végétal qui pousse à Jomba, il ne connaît pas la frontière à Bunagana. Oui. Et ce végétal-là va coloniser aussi bien Kisoro que Jomba. Un végétal qui se trouve sur le flanc congolais du Rwenzori, il se trouverait volontiers également sur le flanc ougandais du Rwenzori. Alors, je l'ai dit en partant des exemples des plantes, mais les animaux, c'est encore plus. Les animaux bougent. Ils ont la capacité de fuir un danger. Et ça s'est avéré, notamment justement au lendemain de l'indépendance, avec le saccage des aires protégées par le groupe des rebelles Moulélé. Au moment où la partie congolaise était saccagée, beaucoup d'animaux ont fui vers le Queen Elizabeth National Park, donc côté ougandais. En revanche, lorsqu'il y a eu des guerres en Ouganda, tant de beauté contre Idi Amin, etc. Et je peux souligner par ricochet l'afflux massif aussi des animaux humains cette fois-ci, c'est-à-dire les Ougandais vers le Congo. À l'occurrence, les Vanande de Bakonjo, ils sont venus à l'époque et se sont implantés jusqu'aujourd'hui. Ils sont devenus Congolais, de facto, automatiquement. Ils ont colonisé, enfin, ils se sont installés principalement dans la Chopo, l'Ituri, le Nord Kivu, bien entendu aussi. Bon, et alors, ces plantes et ces animaux, il y en a qui reviendront, sans doute, s'il y a un rétablissement de la paix. Lorsqu'il y a eu la guerre
du Rwanda à partir de 1994, les gorilles des montagnes sont partis. Vous savez qu'ils sont aussi essaimés sur une petite partie des Visoke. Disons que c'est une partie rwandaise, une partie congolaise. Mais c'est une infime partie qu'on retrouve au Rwanda. Il n'y a pas d'habitat suffisant là-bas. Mais ils sont partis se cacher là. Et alors, ils tentent de rentrer. Une étude scientifique et monitoring a retrouvé que les gorilles se trouvaient alignés le long de la frontière rwando-congolaise. Donc certains gorilles veulent rentrer chez eux au Congo, mais on les empêche. Ça, c'est la main humaine, c'est elle qui connaît les frontières, mais les animaux, non. Donc au niveau des écosystèmes, ça peut rester sous l'entité administrative d'un dominat X momentané, mais ces animaux, eux, c'est chez eux.